Madame, Monsieur, bonsoir. Face à la maladie, le Cameroun cherche la parade. La couverture santé universelle, CSU, est en pole position. Encore que ce concept se confonde en bien des esprits avec l'assurance maladie universelle. Aussi convient-il de tracer la ligne de démarcation entre ces deux démarches et d'expliquer l'option camerounaise pour la couverture santé universelle. Que recouvre-t-elle et quels avantages présente-t-elle pour les malades du Cameroun? Nous en parlons ce soir à l'occasion de ce point de presse conjoint du ministre de la Santé publique, André Mamafouda, et du ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Grégoire Ouona, en présence du porte-parole du gouvernement, ministre de la Communication, Issa Chiroma Bakari. Bonsoir, messieurs les ministres, et place tout de suite au mot liminaire du ministre de la Santé publique. Excellences, messieurs les ministres, mesdames et messieurs, permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue dans ce cadre d'information qui porte sur une question essentielle, dont l'urgence et l'opportunité constituent pour le Cameroun, tout comme nombre de pays africains, un grand challenge. Il s'agit en effet de la mise en place de la couverture santé universelle dans notre pays. Conscient de ce problème, le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, a, dans son adresse à la Nation le 31 décembre 2007, instruit de réfléchir sur le sujet, et je le cite, « Mettre un dispositif d'assistance médicale qui ne laisserait aucun Camerounais sans soin, quels que soient ses moyens », fin de citation. Aussi, le Premier ministre du gouvernement a confié en 2015 au ministre de la Santé et au ministre du Travail et de la Sécurité sociale de conduire cette réflexion dans un comité intersectoriel comprenant, outre les administrations, les dirigeants des formations sanitaires, les sociétés savantes en santé, les corporations, la société civile, assistés des partenaires, à l'instar de l'OMS, du BIT, de l'OIT, de l'USAID et autres. Ce comité travaille depuis lors dans une démarche participative et consultative avec des moments de validation des étapes clés. Mesdames et messieurs, notre pays s'y est donc engagé depuis quelque temps, certes discrètement et prudemment, mais résolument. Mais, mesdames, messieurs, nous recevons et suivons ces derniers temps les nombreux appels et commentaires des Camerounais de tous bords sur le retard que prendrait la mise en place d'une assurance maladie universelle à même d'adresser le risque maladie dans notre pays. Je voudrais dire que ce processus renferme des subtilités et des exigences qu'il convient de maîtriser, d'où la nécessité et le devoir qu'aujourd'hui nous nous faisons le devoir d'en parler. Ceci pour une meilleure compréhension et une bonne appropriation par tous les acteurs de ce qui est fait dans ce groupe d'experts. Alors, quel est même le champ de l'assurance maladie? L'assurance maladie porte principalement sur le financement de la demande de soins ou de l'accès aux soins. Je dis bien de la demande de soins ou de l'accès aux soins. Elle vise donc à couvrir uniquement le risque maladie. Le concept est le paiement d'une prime auprès d'une compagnie d'assurance qui vous donne droit à une prise en charge ou un remboursement des frais médicaux engagés. Selon les dispositions de la loi portant Code du travail, la charge de couverture des risques maladie du travailleur relève de la responsabilité de son employeur, qu'il s'agisse de l'État, des organismes du secteur parapublic ou du secteur privé. Cette disposition s'applique naturellement aux accidents de travail et maladies professionnelles couverts par le régime de prévoyance sociale. Aussi, dans le secteur public, les soins des agents de l'État et leurs familles sont pris en charge ou remboursés par l'État dans l'ordre de 60 à 100%. Dans le secteur parapublic et privé,
diverses formules sont utilisées. La prise en charge directe des employés et leurs familles dans un service de santé de l'entreprise ou dans une formation hospitalière et pharmaceutique conventionnée. Ou la souscription d'une police d'assurance, des fois le taux de couverture peut atteindre jusqu'à 80% des frais. Ou des mutuelles de santé pour la couverture des soins des travailleurs de l'économie informelle et agricole sur la base d'une adhésion volontaire. Nous notons aussi que des familles ou des corporations souscrivent directement à une assurance particulière. L'État, dans son rôle régalien, organise en plus du suivi de ses agents des dispositifs de prévention, de prise en charge gratuite et de subvention de certains médicaments et pathologies. C'est le cas de la vaccination pour les moins de 5 ans, la prévention et le traitement du paludisme, la disponibilisation des kits obstétricaux ou le chèque santé pour les femmes enceintes, la prise en charge des pathologies comme la tuberculose, le VIH, la lèpre, les vers intestinaux, etc., qui bénéficient à l'ensemble de la population camerounaise. Voilà donc, mesdames et messieurs, un aperçu du dispositif actuel de couverture du risque maladie dans notre pays. Mais cet état de lieu que je viens de faire relève deux choses particulières. D'abord, une importante fragmentation du financement, avec une multitude de mécanismes ou de régimes de financement de la santé. Deuxièmement, un faible taux de mutualisation et donc de partage du risque maladie dans la population camerounaise. Cet état de choses, malheureusement, entraîne des inéquités dans l'accès aux soins de santé et bien entendu une charge importante au niveau des ménages en termes de dépenses de santé. J'y reviendrai tout à l'heure. Alors, mesdames et messieurs, cette notion d'assurance maladie universelle adresse-t-elle la question? Parler de l'assurance maladie universelle suppose quoi? Ça suppose la mise en place des mécanismes nationaux de recours en vue de la prise en charge des soins médicaux pour chaque individu. Toutefois, trois préoccupations fondamentales demeurent donc à ce stade. D'abord, la définition ou la circonscription des soins pour lesquels l'on est couvert. Deuxièmement, l'assurance de la qualité des soins dans la majorité des formations hospitalières, qu'elles soient publiques ou privées. Troisièmement, l'équité dans l'échelle des contributions attendues de tout un chacun. Quatrièmement, une carte sanitaire équitablement répartie sur l'ensemble du territoire. Mesdames et messieurs, je voudrais vous dire que l'assurance maladie universelle et la couverture santé universelle sont des concepts totalement différents. En effet, la couverture sanitaire universelle suppose que tout un chacun accède à des services de santé et des soins de qualité sans risque d'appauvrissement. Ça veut dire qu'un pauvre ne doit pas être plus pauvre parce qu'il doit accéder au système de santé. C'est pour cela qu'il y a le terme universel. Alors, pour organiser la couverture sanitaire universelle, il faut travailler sur deux principales thématiques. La première thématique importante d'un pays, c'est l'organisation et le financement de l'offre de soins. L'offre de soins, ce sont les hôpitaux, ce sont les hommes, le personnel médical, c'est le système de santé, c'est l'ensemble de l'organisation du système de santé qui est donc l'offre de soins. Deuxièmement, l'autre thématique, c'est l'organisation et le financement de la demande de soins, qui est en fait le champ par excellence de l'assurance maladie. Alors, le chef de l'État nous instruit de mettre en place un système de couverture nationale qui est fiable, qui est équitable, qui est financièrement soutenable, dans lequel donc chacun de nous est appelé à contribuer. Oui, il faut que chacun contribue, ou chacun, selon ses capacités, donc, devrait contribuer, éviter l'inéquité, mais mettre la solidarité, une contribution suivant ses capacités, pour que tout un chacun nous bénéficions du même paquet de soins avec le même niveau de qualité. Alors, trois préoccupations constituent
depuis lors le fil conducteur du groupe de travail qui est mis en place. D'abord, nous avons posé la question, quels sont les services qui sont offerts? Nous disons l'éventail complet des services essentiels, y compris la prévention et la réhabilitation. La deuxième question que nous nous posons, qui est couvert? Nous disons, nous souhaitons couvrir tout le monde, mais ce d'une manière progressive, sachant que nous devons couvrir et les plus pauvres et les plus vulnérables en même temps. Et comment nous allons donc faire? Nous disons que les coûts ne sont pas seulement à la charge des malades, mais doivent être supportés par l'ensemble de la population et de l'État du Cameroun, par le biais donc du prépaiement et de la mise en commun des risques. Alors, où en sommes-nous aujourd'hui? Nous avons d'abord voulu maîtriser notre carte sanitaire. Nous avons maintenant une carte sanitaire avec un système de géolocalisation où nous avons noté à peu près 5855 formations sanitaires publiques et privées sur l'ensemble du territoire. Il était souhaitable qu'on connaisse ce que coûte la santé au Cameroun. Nous avons maintenant des comptes nationaux de la santé et les derniers comptes à date sont des comptes de 2012 où 728 milliards ont été consacrés à la santé. Sur les 728 milliards, un peu plus de 60%, c'est-à-dire 474 milliards, ont été supportés par nous, c'est-à-dire les ménages. Nous avons fait l'état des lieux des principaux dispositifs de couverture sur le risque maladie, c'est ce que je venais de vous dire tout à l'heure. Nous avons obtenu un consensus sur la mise en place d'une structure nationale unique de gestion technique et financière. Dans certains pays, vous avez des structures suivant les catégories de personnes. Vous avez décidé qu'il y aura une structure nationale unique de gestion technique et financière. Nous avons également eu un consensus sur le fait qu'il y ait un régime de base, mais que la contribution soit obligatoire pour tous, en offrant un paquet de soins et services de santé essentiels communs. Et vous avez également accepté que les contributions soient différenciées suivant les niveaux de revenus. Enfin, il y a une semaine, du 2 au 6 mai, nous avons tenu un atelier de conciliation sur le paquet de soins et services de santé essentiels pour ce régime de base, dont la validation va être faite d'ici la mi-juin. Parallèlement, nous avons des sous-groupes spécialisés qui réfléchissent déjà à l'opérationnalisation de la CSU sur les thématiques ci-après. Premièrement, la filiation. Nous voulons un système d'immatriculation biométrique et nous pensons que l'assistance des municipalités est indispensable. Deuxièmement, le recouvrement des contributions des travailleurs et des retraités du secteur formel, qu'ils soient du public ou du privé. Troisièmement, le recouvrement des contributions des populations actives de l'économie informelle, mais également du secteur agricole. Nous savons que ces deux secteurs réunis représentent 80% des travailleurs. Quatrièmement, l'accréditation des formations sanitaires et le rôle des ordres professionnels de la santé, les médecins, les pharmaciens, les chirurgiens, dentistes, les opticiens. Cinquièmement, les rôles possibles des organisations non gouvernementales, des coopératives et associations diverses dans les relations avec le secteur informel. Sixièmement, l'identification, la cartographie et la gestion des populations indigentes que nous allons classer comme incapables de payer une quelconque contribution. Enfin, septièmement, la gouvernance même du système, notamment le cadre législatif. En définitive, donc, mesdames et messieurs, voilà le stade de nos travaux et d'ici novembre 2017, nous pensons pouvoir proposer un document cadre qui va pouvoir décrire l'ensemble du processus, présenter le processus opérationnel et en même temps donc les projections financières de ce grand projet social pour lequel nous sommes tous interpellés. Nous savons que c'est un engagement majeur du chef de l'État, son Excellence Paul Biya, qui va donc conduire notre pays
vers l'émergence en 2035. Ladies and gentlemen, allow me to welcome you to this press briefing that will address a key issue whose urgency and advantage is a great challenge for Cameroon, like many other African countries. This involves implementing the universal health coverage in our country. Aware of this situation, the head of state, His Excellency Paul Biya, in his address to the nation on 31st December 2007, instructed us to think, and I quote, of a medical mechanism which will leave no Cameroonian without care whatever their means, end of quote. Thus, in 2017, the Prime Minister, head of government, assigned the Minister of Public Health and the Minister of Labor and Social Security to lead an inter-sector committee that includes several administrations, learned society, professional workers, corporation, assisted by partners such as ILO, WHO, and USAID. Our country has been committed to it for some time, both discreetly and prudently, but resolutely. Ladies and gentlemen, what is the scope of health insurance? Health insurance mainly covers the financing of the demand for care or access to health care. It therefore aims to cover only the risk of diseases. It's the payment of annual bonus to an insurance company that entitles you to medical care or reimbursement of medical expenses incurred when you fall sick. According to the provisions of the law on the Labor Code, the employer is responsible for the workers' health coverage expenditure, be it the state, parapublic, or private sector organizations. This provision naturally applies to occupational accidents and professional diseases covered by the Social Security scheme. Furthermore, in the public sector, the health care of state employees and their families is covered or reimbursed by the state budget from 70 or 100%. In the parapublic and private sector, you have various formulae apply: direct management of employees, subscription to an insurance policies, mutual health insurance schemes. You have more corporations or families subscribe directly to a particular insurance policies. Here, ladies and gentlemen, is an overview of the current status of disease risk coverage in our country. This inventory reveals significant distribution of funding with a multitude of health financing mechanisms of schemes. Second, low mutualization rate including disease risk sharing in the Cameroonian population. This situation leads to imbalances in access to health care and a significant burden on households in terms of health expenditure. Ladies and gentlemen, those universal health insurance deal with the entire problem. Talking about universal health insurance implies the establishment of a national system mechanisms that covers the medical expenses for each individual. However, three essential concerns exist at this stage. First, the definition or area of care which is covered. Second, quality assurance of health care in majority of public and private health facilities. Third, equity at the level of contributions. Fourth, a health map equally distributed throughout the country. Ladies and gentlemen, it's important to know that universal health insurance and universal health coverage are totally different concepts. Universal health coverage implies that everyone has access to quality health care services without the risk of impoverishment
Thus, universal health coverage is focuses on two main themes. First, organization and financing of healthcare provision. Second, organization and financing of healthcare demand. Our reflections is guided by three major concerns. First, questions: which services are provided? The answer is a full range of essential health services, including prevention and rehabilitation. Second question: who is covered? Answer: we are for gradual coverage for all the population, including the poorest and the most vulnerable. Third question: how will it be done? Answers: cost will not only be borne by the patients, but also by the entire population and the state through prepayment and common risk methods. Ladies and gentlemen, I would like to give you an update of our reflections. 1. The health map is known with a system of geolocalization of nearly 5,855 health facilities, including publics and private. Second, the national health accounts have been conducted, that is 728 billion in 2012, of which 474 billion supported by us, by households. Third, the situation analysis of the main covering mechanisms on disease risk are known. Fourth, the consensus on setting up a single national structure for technical and financial management has been obtained. Fifth, the consensus on a basic scheme compulsory for the entire population and providing a common essential package of healthcare and services, but with different contributions based on the income level. 6. From 2 to 6 May 2017, a conciliation workshop on the common essential healthcare package and services was organized. It will be validated by the entire committee by mid-June 2017. At the same time, subgroups are reflecting on the implementation of the universal health coverage, notably, first, affiliation to the health coverage system through a biometric registration system with the assistance of the municipality. Second, the collection of contributions from workers and pensioners in the formal sector, public and private. Third, the collection of contributions from the working population of the informal economy and the agricultural sectors, the largest sector with almost 80% of workers. Fourth, the accreditation of health facilities and the role of professional associations in the health sector. Fifth, the possible roles of non-governmental organizations, cooperative and other associations in relation with the informal sector. 6. The identification, mapping and management of poor populations who are unable to pay any contribution. 7. Governance of the system, notably the legislative framework. Finally, ladies and gentlemen, by November 2017, we believe we can propose a framework document describing the architecture, the management process, and the financial projections of this great social project of which we are all concerned. It's a major commitment of the head of state, His Excellency Paul Biya, that we lead our country towards emergence by 2035. Thank you for kind attention et je suis maintenant à votre disposition pour les éclaircissements que vous souhaiteriez avec le vice-président de notre comité, le ministre du Travail et de la Sécurité sociale,
De même qu'on ne sait jamais, il peut y avoir un point d'information, mais théoriquement, le ministre de la Communication ne devrait pas être interrogé par vous aujourd'hui. Monsieur le ministre, permettez-moi d'abord de vous présenter les journalistes qui vous font face ce soir. En face de moi, Nga Christian du journal The Guardian Post, Léocadia Bongden du journal The Post et Jules Elobo de Magic FM. À ma gauche, Yvette Bikele Mbassi de Cameroun Tribune et Arnaud Ngefak de Canal 2 International. Monsieur le ministre, vous nous avez présenté l'ambition qui est celle du gouvernement avec ce projet de couverture santé universelle. Mais on est curieux de savoir comment va se réaliser le préalable qu'est une offre suffisante en qualité et en quantité des soins de santé sur toute l'étendue du territoire. On est loin du compte en ce moment. Oui, merci pour cette question. Le préalable, bien entendu, pour une couverture sanitaire universelle, qui est en fait un des éléments clés des ODD, c'est de disposer d'une carte sanitaire équitablement répartie. Et dans mon propos, je vous ai dit que nous avons en ce moment officiellement installé, c'est-à-dire ils sont ouverts, même comme certains sont encore dans l'illégalité, un peu plus de 5855 formations sanitaires et privées, dont la moitié est représentée par l'État. Je crois que ça, c'est l'élément important. Nous devons donc continuer à veiller afin que les déserts sanitaires, c'est-à-dire là où il n'y a pas assez de formations sanitaires par rapport à la population, que ces déserts sanitaires voient l'arrivée des formations sanitaires. Nous devons également veiller à ce que la pyramide de notre prise en charge soit respectée, à savoir qu'il y ait des centres de santé qui sont la base de la pyramide, les centres médicaux d'arrondissement, les hôpitaux de district, les hôpitaux régionaux, les hôpitaux centrés ou de deuxième référence et les hôpitaux généraux. Je pense que tout le travail qui est fait aujourd'hui, à l'instar du fait que nous construisons chaque année à peu près entre 75 et 100 centres de santé, que nous continuons à améliorer les hôpitaux de district par les pavillons mère-enfant, que le chef de l'État a lancé, et vous suivez, que dans tous les chefs-lieux des régions, nous aurons des centres hospitaliers de référence, concourent donc à la mise en place de cette offre de soins. De l'autre côté, nous savons que nous avons des facultés de médecine et pharmaceutique, et vous savez que nous formons à ce niveau 800 médecins, pharmaciens, chirurgiens, dentistes par an. Donc la formation est assurée pendant que le ministère de la Santé forme à peu près 4500 aides-soignants, infirmiers, techniciens de laboratoire, sages-femmes. C'est ça l'essentiel de l'offre de soins. Nous devons maintenant donc veiller à ce que dans chaque palier, que chacun respecte son paquet minimum d'activité. Donc il y a donc le plateau technique qu'il faut, le nombre de personnel qu'il faut pour qu'effectivement l'offre de soins soit là. Nous croyons à ce que nous faisons, mais je voudrais vous montrer, c'est ça la stratégie sectorielle de la santé. Et c'est pour cela qu'un pays ne peut pas parler de couverture sanitaire universelle si ce pays ne couvre pas l'ensemble de son territoire. Your Excellency, I want to first of all congratulate you on your display of bilingualism in presenting your remarks. When you look at this lofty project, Your Excellency, where do you personally think the problem can come from? What do you fear may, block this project from being a reality? I mean, looking at all the parameters on the ground. Thanks. I think you have a problem to progress in this project. We know, explain that it's very, very complex, and it's important to go progressively, step by step. The first problem is to organizing the health facilities, and we organize how we will take care. After that, we can organize. The other aspect is the financing of demand. Then it's not a problem particular. It's important to go bit by bit, because if we don't see each aspect, in the end, if it's a precipitation,
it can be a disaster, a social disaster. Today is an occasion for us to present where we are and appeal everybody to be patient, because the reflections is conducted by Cameroonian experts. It's not necessary to run very fast, but it's important to go bit by bit. And with this explanation, we hope that we will see where we will reach in the end of this year. We hope that we will reach the good level where the government will take the final decision. Thank you, Mr. Minister. I have a worry when we know that our hospitals are really ill-equipped, because a week ago there was a case of soldiers shot in Marwa. There was no generator in the hospitals, and if we have to attain universal coverage, health coverage, don't you think we are maybe misplacing priorities to go for universal coverage when we don't have the basic necessities to take care of those who are sick at the moment? Thank you. Hey, Madam, you know, the problem of electricity, I think will be solved because you have more infrastructure constructed on the cover of the Ministry of Water and Energy. And I hope that for the next future, the presence of a generator will be a lux. I hope that, because it's important to reach the level where the shortage of electricity will be in the past. Then, you know, in the first stage, you cannot say that you will have all diseases taken in the hospital. We decide to have a first basic package. And this basic package is important to know what you have to do to satisfy this basic package. That is the object of the seminar that I prescribed in my speech. And we think that it's possible to go. By example, one of them is how we do concerning pregnant women. You have to define how you can take care of pregnant women in the different health facilities. We solve this aspect. How we can do the favor, if the favor of children is that, how you can do concerning all these aspects. That is the approach. Progressively, we will have a base package, and for this base package, we will agree the health facility, we will place the human resource and order, and we say that it will not be only the public-private. We will have the private health facilities. We have the confessional health facilities. But in the same place, you have to have the same quality of access, and you have to have the same cost of treatment. That is the reflection that we conduct actually, and we hope that, don't worry, have confidence, we think that we can progress. Merci, Monsieur le Ministre. Je voudrais parler du financement de la santé. Le Cameroun fait partie des pays africains qui ont signé des accords d'Abuja, c'était en 2001, et ces accords demandaient à chaque État signataire d'accorder 15% de son budget national pour le secteur de la santé. 17 ans après ou 16 ans après, Monsieur le Ministre, où en est-on avec cet engagement du Cameroun? Est-ce que ce n'est pas là la solution au problème aujourd'hui? Je vous remercie. Vous avez raison. Les prévisions montrent qu'un pays qui accorde 15% de son budget permet de combler tous les besoins du secteur santé. Du fait d'impératifs dans divers secteurs, du fait que notre pays est dans la voie de l'émergence, nous n'atteignons pas encore ces 15%. C'est pour cela que nous devons déjà faire jouer nos intelligences pour que, avec ce que nous avons, nous commencions à satisfaire les besoins des Camerounais en santé. Et je crois que ça se fait.
cette décision du chef de l'État, que nous nous inscrivions vers la couverture sanitaire universelle, est une dimension importante parce que le chef de l'État voudrait que les 80% qui sont dans le secteur informel ou dans l'économie informelle puissent aussi bénéficier d'un paquet de soins. Nous pensons que nous pouvons le faire et nous pensons aussi qu'aujourd'hui, il ne faut pas seulement regarder le budget de l'État. Il faudrait des approches innovantes. C'est pour cela, par exemple, dans ce que nous proposons, il faut qu'il y ait un système de solidarité. En donnant le même paquet de soins, il faut qu'on s'accorde que si on avait un coût moyen, il y a ceux qui peuvent payer ce coût moyen, ceux qui, en payant le coût moyen, ne sentiraient même pas qu'ils payent un coût moyen, et d'autres qui s'appauvriraient en payant ce coût moyen. C'est pour cela qu'au lieu d'aller frapper à la porte de l'État, il faudra donc qu'on classifie les indigents qui peuvent être pris par l'État, mais qu'on classifie les pauvres qui payent quelque chose qui peut-être si le coût était de 10, payeraient 1, et d'autres qui paieraient au lieu de 10, payeraient 20. Donc c'est cette solidarité que nous voulons, et cette solidarité peut nous permettre donc de pouvoir concilier et de ne pas seulement attendre les 15% que l'État dégagerait, mais ça ferait une meilleure rétribution. De même également, si nous sommes d'accord sur le paquet de soins, si dans toutes les formations sanitaires, on est d'accord sur la tarification, que la césarienne s'étend, et non que vous arrivez ici, on vous fait une césarienne à 40 000, vous arrivez là, on vous fait une césarienne à 60 000, vous arrivez là, on vous fait une césarienne à 250 000. C'est ça qui appauvrit. Il faudrait qu'on soit donc conscient que si vous avez payé 250 000 pour la césarienne, cette formation sanitaire-là ne pourra recevoir un remboursement que, par exemple, 40 000. Voilà des décisions qu'il nous faut prendre, parce que c'est ça qui permet à ce que la femme pauvre puisse aller accoucher normalement et qu'elle n'ait pas de problème, qu'elle ait un accouchement normal ou bien qu'elle ait un accouchement compliqué. Ensemble donc, travaillons, mettons de l'imagination et sachons pouvoir retrouver des niches de financement. Et nous réfléchissons donc, je chute par là, en ce moment au niveau du ministère de la Santé sur toutes les sources les niches de ressources possibles, tant en interne, sans forcément qu'on grève la partie fiscale pour qu'on ait plus de moyens et qu'on soutienne notre système de la santé. Monsieur le ministre, quand on parle de couverture sanitaire universelle aujourd'hui, bien des Camerounais ont les regards portés sur les évacuations sanitaires. Comment ce système de santé va-t-il gérer les évacuations sanitaires? Est-ce que les Camerounais seront tous égaux devant ce mécanisme? Merci pour cette question. D'abord, je voudrais rappeler que le Code du travail universel prévoit que chaque employeur prend en charge son personnel. Vous avez des entreprises privées qui ont souscrit des assurances pour certaines maladies, soignent leur personnel ici sur place, et pour d'autres, évacuent leur personnel à l'extérieur. Et quand je dis, il y a des structures camerounaises, il y a des structures nationales qui évacuent donc leur personnel à l'extérieur ou évacuent leur personnel d'une ville intérieure vers la capitale Yaoundé ou Douala. Vous avez l'État qui est un employeur qui, d'après le texte du Premier ministre du gouvernement qui a été révisé en 2000, permet à ce que tout agent de l'État puisse être pris en charge au minimum à 60% en remboursement de ses frais, et il y a certains qui vont jusqu'à 100% de prise en charge. Et l'État également peut, suivant les cas, évacuer un Camerounais vers l'extérieur si le plateau technique sur place ne suffisait pas. Enfin, nous disons qu'il y a aussi d'autres cas pour lesquels nous n'avons peut-être pas encore atteint l'expertise suffisante et qui oblige d'être évacués. L'évacuation se fait à l'intérieur du pays entre une formation sanitaire inférieure et une formation sanitaire supérieure. C'est ce qu'on appelle la référence contre référence dans la région. Entre une région et une autre, ou bien vers les capitales,
nous avons ces évacuations, ou alors de notre pays vers d'autres pays. Je voudrais aussi dire que il y a des Français qui se font évacuer aux États-Unis, des Américains qui se font évacuer, je ne sais pas où. Donc, ces mouvements d'évacuation ne sont pas que la panacée du Cameroun. Mais nous devons avoir confiance en ce que nous sommes en train de faire. La pyramide sanitaire se modernise. Vous voyez tous les hôpitaux qui sont construits ces derniers temps. Et cas inédit, en moins de 2 ans, le Cameroun va construire 8 centres hospitaliers régionaux inédits dans les 8 chefs-lieux des régions. En même temps, est en train de remoderniser 3 hôpitaux de première catégorie. Je crois que c'est très important. Je pense qu'à l'issue de ce travail que nous attendons d'ici 2018, il y aurait très peu de raisons de continuer à évacuer. Nous savons que nous avons aujourd'hui le meilleur centre ophtalmologique d'Afrique centrale. Je n'ai plus aucune raison d'évacuer quelqu'un au 15-20 à Paris, puisque je peux l'évacuer à Obac, ou bien je peux le prendre en charge à Obac, dans les environs de Yaoundé. Donc, je pense que nous devenons un hub sanitaire. Et c'est ça, par là que je chute. L'ambition du chef de l'État, c'est que la place de leader que le Cameroun a dans l'Afrique centrale, sur d'autres plans, le soit aussi, même sur le plan sanitaire. Que le Cameroun soit une destination sanitaire, et non seulement que ce soit l'Afrique du Nord, comme plusieurs d'entre nous vont, ou bien que ce soit l'Inde, comme certains d'entre nous y vont. Bientôt, nous n'aurons plus besoin de sortir. Donc tout naturellement, ce problème d'évacuation sanitaire sera derrière nous, je crois. Bonsoir, messieurs les ministres. Monsieur le ministre de la Santé, ma préoccupation découle d'un constat. Vous avez dit dans votre propos liminaire que notre pays, pour ce projet, s'y est engagé depuis quelque temps, certes discrètement, prudemment, mais résolument. Et il y a un document guide que vous appelez stratégie sectorielle pour la santé 2016-2027 dans lequel il est montré clairement que les objectifs de la couverture universelle de santé sont dans la même projection que l'émergence du Cameroun à l'horizon 2035. Ma question, monsieur le ministre, c'est qu'est-ce qui suscite cette immersion finalement de ce projet? Doit-on rendre hommage à ce syndicat des médecins qui a soulevé la même préoccupation que vous, peut-être avec les mécanismes différents, et contre qui vous avez été énergétiquement contre? Merci. Merci pour cette question. Effectivement, le ministère de la Santé élabore tous les 10 ans une stratégie sectorielle. Et la précédente était de 2006 à 2016, comme vous venez de dire, et la nouvelle va de 2016 à 2027. Pour élaborer une stratégie sectorielle, ça ne se fait pas en une année. On commence à élaborer la nouvelle stratégie sectorielle à mi-parcours de la précédente. Donc en 2010, nous nous sommes engagés dans cette nouvelle stratégie sectorielle. Et c'est depuis ce moment-là que nous sommes engagés à ce que notre pays puisse, comme tous les autres pays, aller vers la couverture sanitaire universelle. Et si vous voyez le parcours, ce parcours-là date déjà depuis un certain temps. Maintenant donc, la demande d'un syndicat que vous connaissez peut-être, que je ne connais pas encore, mais la demande formelle de tout un chacun a été de dire, nous vous donnons X semaines pour mettre en place l'assurance maladie universelle. Notre rencontre a pour but de dire que la demande peut être légitime, mais il ne faut pas confondre les mots que nous utilisons. Nous ne parlons pas de l'assurance maladie universelle, nous parlons de la couverture sanitaire universelle, et c'est pour cela que j'espère que les concernés nous suivent. Et comme c'est des gens intelligents, qu'ils sachent donc qu'aucun pays ne peut mettre en place un dispositif d'assurance en étant sommé. Deuxièmement, quand nous allons aborder cette partie d'assurance maladie qui est une composante de la couverture sanitaire universelle, nous devons être soucieux de tout ce que j'ai dit et qui est vu dans les sous-groupes. D'abord, il faut un texte législatif. La contribution doit être obligatoire pour tous. Ça demande un texte de loi. Il faudrait que ceux qui doivent décider des textes de loi le décident. La contribution devrait être étagée, c'est-à-dire en fonction des revenus. C'est encore une disposition.
Sinon, on va appauvrir les plus pauvres. On doit définir le paquet de soins, mais à eux, les médecins, quand je vais sur le terrain, je leur dis attention, c'est vous qui constituez l'offre de soins. Il faut d'abord que tous les mots qu'on vous reproche, l'accueil, la présence, que pour tous ces mots-là, vous soyez dans votre hôpital, que votre hôpital soit un lieu d'accueil, que vous soyez professionnel. Parce que si vous réclamez seulement l'assurance d'un côté et que vous-même, vous ne jouez pas le rôle premier, puisque c'est vous, la ressource humaine, c'est vous qui avez le plateau technique, vous ne pourrez pas répondre à la question première qui était de savoir comment être sûr qu'il y aura la qualité des soins, comment être sûr qu'il y aura la régularité. Parce que ce que nous faisons là, ce n'est pas pour Yaoundé et Douala. Il faudrait que le patient de Kousseri, le patient de Mindourou trouve toujours son médecin, trouve toujours son infirmier quand il va aller à l'hôpital. Et non qu'on vienne nous dire que les médecins et autres ont déserté les hôpitaux et que les personnes sont là, ne peuvent pas trouver des soins. Donc voilà pourquoi cette stratégie est une donnée importante. Voilà pourquoi j'appelle encore les médecins, les chirurgiens, les pharmaciens, les médico-sanitaires en général, de savoir que le chef de l'État est à l'écoute de leurs problèmes. Le chef de l'État sait que quand on est à la fonction publique, on ne peut pas être satisfait à 100%. Le chef de l'État sait que le travail de médecin ou de médico-sanitaire demande beaucoup d'abnégation. Et je crois que c'est pour cela que nous avons introduit un autre concept, et je vais chuter par là, c'est que l'hôpital soit un lieu de production. C'est ce qu'on entend par financement basé sur les résultats. Toutes les formations sanitaires qui aujourd'hui enclenchent le financement basé sur les résultats, vous trouvez un personnel qui est là à l'heure d'ouverture et qui part quand il n'y a plus de malades. Vous trouvez des hôpitaux où il y a une bonne fréquentation, des hôpitaux propres, donc des hôpitaux où on vient et on a des soins. Mais en contrepartie, vous constatez que les recettes ont augmenté, dont les quotes-parts qui sont distribuées aux médecins augmentent aussi. Donc au-delà de leur salaire, ils ont donc des quotes-parts conséquents. Ce qui veut dire que le médecin lui-même pourrait produire encore beaucoup plus de recettes et permettre d'améliorer la qualité de vie. Donc je pense que la grosse majorité des médecins, pharmaciens, chirurgiens ont compris et je crois que nous allons continuer ensemble. Et n'oublions pas que nous savons qu'une catégorie en fait qui avait des problèmes a vu plusieurs de ces problèmes résolus, ce sont les contractuels. Et le chef de l'État a pris la décision de donner les primes qui étaient exclusivement données aux fonctionnaires, c'est-à-dire la prime de santé, la prime d'assiduité, la prime de technicité. Cette prime est donnée aussi à tous les autres contractuels à formation égale, également donc même prime donnée à tous. Je pense donc que le travail s'améliore et je crois que dans nos hôpitaux, nous souhaitons que le climat soit serein et nous souhaitons qu'ensemble, puisque ce sont les médecins, les chirurgiens, les pharmaciens, les opticiens, ce sont ceux-là qui conduisent les réflexions. Ils vont donc continuer à conduire ces réflexions pour que notre pays puisse effectivement barrer ces inégalités pour l'accès à des soins de qualité. Monsieur le ministre, avant de vous laisser courir à vos autres obligations, une question très rapide. Je vous ai entendu dire tout à l'heure que dans le secteur prise en charge ou remboursé par le budget de l'État dans l'ordre de 60 à 100%. Ceci est-il théorique? Est-ce que c'est vérifiable? Est-ce que, monsieur le ministre, on peut connaître les mécanismes pour être remboursé? Merci Alain Bédivi. L'État, en tant qu'employeur, a pris un texte, le décret 2000/686 PM du 13 septembre 2000 portant organisation du fonctionnement des conseils de santé. Et ce texte précise bien comment nous prenons les personnels fonctionnaires qui sont donc pris en charge de 60% à 100%. Parce qu'il y a aussi l'autre test que je vais vous donner qui donne les modalités de l'exercice du droit à la santé du fonctionnaire. C'est toujours un test qui avait été pris en l'an 2000, c'est le décret 2000/692, toujours du 13 septembre 2000, fixant les modalités d'exercice du droit à la santé du fonctionnaire. Alors, peut-être que pour que les uns et les autres sachent que ils ont un avantage qu'ils n'ont pas souvent l'habitude d'utiliser, je me permets de vous remettre ce texte
Comme ça, vous allez pouvoir le divulguer et faire à ce que vous sachiez que ici, dans mes services, c'est ici qu'on récupère tous ceux qui ont eu des frais, nous traitons, et puis c'est par la suite envoyé au ministère des Finances où ces remboursements sont effectués dans le chapitre des dépenses communes. Eh bien, merci, Monsieur le ministre. Je ne vous l'annonce pas, mais ne soyez pas surpris si vos bureaux sont inondés dès demain de demandes de remboursement. Merci, Madame, Messieurs, pour votre très aimable attention. Bonne soirée. Merci. Madame, Monsieur, bonsoir. Face à la maladie, le Cameroun cherche la parade. La couverture santé universelle, CSU, est en pole position. Encore que ce concept se confond dans bien des esprits avec l'assurance maladie universelle. Aussi convient-il de tracer la ligne de démarcation entre ces deux démarches et d'expliquer l'option camerounaise pour la couverture santé universelle. Que recouvre-t-elle ? Et quels avantages présente-t-elle pour les malades du Cameroun? Nous en parlons ce soir à l'occasion de ce point de presse conjoint du ministre de la Santé publique, André Mamafouda, et du ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Grégoire Ouoda, en présence du porte-parole du gouvernement, ministre de la Communication, Issa Chiroma Bakari. Bonsoir, messieurs les ministres, et place tout de suite au mot liminaire du ministre de la Santé publique. Excellences, messieurs les ministres, Mesdames et messieurs, permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue dans ce cadre d'information qui porte sur une question essentielle, dont l'urgence et l'opportunité constituent pour le Cameroun, tout comme nombre de pays africains, un grand challenge. Il s'agit en effet de la mise en place de la couverture santé universelle dans notre pays. Conscient de ce problème, le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, a, dans son adresse à la nation le 31 décembre 2007, instruit de réfléchir sur le sujet, et je le cite, « Mettre un dispositif d'assistance médicale qui ne laisserait aucun Camerounais sans soin, quels que soient ses moyens. » Fin de citation. Aussi, le Premier ministre du gouvernement a confié en 2015 au ministre de la Santé et au ministre du Travail et de la Sécurité sociale de conduire cette réflexion dans un comité intersectoriel comprenant, outre les administrations, les dirigeants des formations sanitaires, les sociétés savantes en santé, les corporations, la société civile, assistés des partenaires à l'instar de l'OMS, du BIT, de l'OIT, de l'USAID et autres. Ce comité travaille depuis lors dans une démarche participative et consultative avec des moments de validation des étapes clés. Mesdames et messieurs, notre pays s'y est donc engagé depuis quelque temps, certes discrètement et prudemment, mais résolument. Mais, mesdames, messieurs, nous recevons et suivons ces derniers temps métriques et nous pensons que l'assistance des municipalités est indispensable. Deuxièmement, le recouvrement des contributions des travailleurs et des retraités du secteur formel, qu'ils soient du public ou du privé. Troisièmement, le recouvrement des contributions des populations actives de l'économie informelle, mais également du secteur agricole. Nous savons que ces deux secteurs réunis représentent 80% des travailleurs. Quatrièmement, l'accréditation des formations sanitaires et le rôle des ordres professionnels de la santé, les médecins, les pharmaciens, les chirurgiens, dentistes, les opticiens. Cinquièmement, les rôles possibles des organisations non gouvernementales
des coopératives et associations diverses dans les relations avec le secteur informel. Sixièmement, l'identification, la cartographie et la gestion des populations indigentes que nous allons classer comme incapables de payer une quelconque contribution. Enfin, septièmement, la gouvernance même du système, notamment le cadre législatif. En définitive, donc, mesdames et messieurs, voilà le stade de nos travaux. Et d'ici novembre 2017, nous pensons pouvoir proposer un document cadre qui va pouvoir décrire l'ensemble du processus, présenter le processus opérationnel et en même temps donc les projections financières de ce grand projet social pour lequel nous sommes tous interpellés. Nous savons que c'est un engagement majeur du chef de l'État, son Excellence Paul Biya, qui va donc conduire notre pays vers l'émergence en 2035. Ladies and gentlemen, allow me to welcome you to this press briefing that will address a key issue whose urgency and advantage is a great challenge for Cameroon, like many other African countries. This involves implementing the universal health coverage in our country. Aware of this situation, the head of state, His Excellency Paul Biya, in his address to the nation on 31st December 2007, instructed us to think, and I quote, of a medical mechanism which will leave no Cameroonian without care whatever their means, end of quote. Thus, in 2017, the Prime Minister, head of government, assigned the Minister of Public Health and the Minister of Labor and Social Security to lead an inter-sector committee that includes several administrations, learned society, professional workers, corporations, assisted by partners such as ILO, WHO, and USAID. Our country has been committed to it for some time, though discreetly and prudently, but resolutely. Les nombreux appels et commentaires des Camerounais de tous bords sur le retard que prendrait la mise en place d'une assurance maladie universelle à même d'adresser le risque maladie dans notre pays. Je voudrais dire que ce processus renferme des subtilités et des exigences qu'il convient de maîtriser, d'où la nécessité et le devoir qu'aujourd'hui nous nous faisons le devoir d'en parler. Ceci pour une meilleure compréhension et une bonne appropriation par tous les acteurs de ce qui est fait dans ce groupe d'experts. Alors, quel est même le champ de l'assurance maladie? L'assurance maladie porte principalement sur le financement de la demande de soins ou de l'accès aux soins. Je dis bien de la demande de soins ou de l'accès aux soins. Elle vise donc à couvrir uniquement le risque maladie. Le concept est le paiement d'une prime auprès d'une compagnie d'assurance qui vous donne droit à une prise en charge ou un remboursement des frais médicaux engagés. Selon les dispositions de la loi portant Code du travail, la charge de couverture des risques maladie du travailleur relève de la responsabilité de son employeur, qu'il s'agisse de l'État, des organismes du secteur parapublic ou du secteur privé. Cette disposition s'applique naturellement aux accidents de travail et maladies professionnelles couverts par le régime de prévoyance sociale. Aussi, dans le secteur public, les soins des agents de l'État et leurs familles sont pris en charge ou remboursés par l'État dans l'ordre de 60 à 100%. Dans le secteur parapublic et privé, diverses formules sont utilisées. La prise en charge directe des employés et leurs familles dans un service de santé de l'entreprise ou dans une formation hospitalière et pharmaceutique conventionnée. Ou la souscription d'une police d'assurance, des fois le taux de couverture peut atteindre jusqu'à 80% des frais. Ou des mutuelles de santé
pour la couverture des soins des travailleurs de l'économie informelle et agricole sur la base d'une adhésion volontaire. Nous notons aussi que des familles ou des corporations souscrivent directement à une assurance particulière. L'État, dans son rôle régalien, organise en plus du suivi de ses agents des dispositifs de prévention, de prise en charge gratuite et de subvention de certains médicaments et pathologies. C'est le cas de la vaccination pour les moins de 5 ans, la prévention et le traitement du paludisme, la disponibilisation des kits obstétricaux ou le chèque santé pour les femmes enceintes, la prise en charge des pathologies comme la tuberculose, le VIH, la lèpre, les vers intestinaux, etc., qui bénéficient à l'ensemble de la population camerounaise. Voilà donc, mesdames et messieurs, un aperçu du dispositif actuel de couverture du risque maladie dans notre pays. Mais cet état de lieu que je viens de faire relève deux choses particulières. D'abord, une importante fragmentation du financement, avec une multitude de mécanismes ou de régimes de financement de la santé. Deuxièmement, un faible taux de mutualisation et donc de partage du risque maladie dans la population camerounaise. Cet état de choses, malheureusement, entraîne des inéquités dans l'accès aux soins de santé et bien entendu une charge importante au niveau des ménages en termes de dépenses de santé. J'y reviendrai tout à l'heure. Alors, mesdames et messieurs, cette notion d'assurance maladie universelle adresse-t-elle la question? Parler de l'assurance maladie universelle suppose quoi? Ça suppose la mise en place des mécanismes nationaux de recours en vue de la prise en charge des soins médicaux pour chaque individu. Toutefois, 3 préoccupations fondamentales demeurent donc à ce stade. D'abord, la définition ou la circonscription des soins pour lesquels l'on est couvert. Deuxièmement, l'assurance de la qualité des soins dans la majorité des formations hospitalières, qu'elles soient publiques ou privées. Troisièmement, l'équité dans l'échelle des contributions attendues de tout un chacun. Quatrièmement, une carte sanitaire équitablement répartie sur l'ensemble du territoire. Mesdames et messieurs, je voudrais vous dire que l'assurance maladie universelle et la couverture santé universelle sont des concepts totalement différents. En effet, la couverture sanitaire universelle suppose que tout un chacun accède à des services de santé et des soins de qualité sans risque d'appauvrissement. Ça veut dire qu'un pauvre ne doit pas être plus pauvre parce qu'il doit accéder au système de santé. C'est pour cela qu'il y a le terme universel. Alors, pour organiser la couverture sanitaire universelle, il faut travailler sur 2 principales thématiques. La première thématique importante d'un pays, c'est l'organisation et le financement de l'offre de soins. L'offre de soins, ce sont les hôpitaux, ce sont les hommes, le personnel médical, c'est le système de santé, c'est l'ensemble de l'organisation du système de santé qui est donc l'offre de soins. Deuxièmement, l'autre thématique, c'est l'organisation et le financement de la demande de soins, qui est en fait le champ par excellence de l'assurance maladie. Alors, le chef de l'État nous instruit de mettre en place un système de couverture nationale qui est fiable, qui est équitable, qui est financièrement soutenable, dans lequel donc chacun de nous est appelé à contribuer. Oui, il faut que chacun contribue, ou chacun, selon ses capacités, donc, devrait contribuer, éviter l'inéquité, mais mettre la solidarité, une contribution suivant ses capacités, pour que tout un chacun nous bénéficions du même paquet de soins avec le même niveau de qualité. Alors, 3 préoccupations constituent depuis lors le fil conducteur du groupe de travail qui est mis en place. D'abord, nous avons posé la question, quels sont les services qui sont offerts? Nous disons l'éventail complet des services essentiels, y compris la prévention et la réhabilitation. La deuxième question que nous nous posons, qui est couvert? Nous disons, nous souhaitons couvrir tout le monde, mais ce d'une manière
progressive, sachant que nous devons couvrir et les plus pauvres et les plus vulnérables en même temps. Et comment nous allons donc faire? Nous disons que les coûts ne sont pas seulement à la charge des malades, mais doivent être supportés par l'ensemble de la population et de l'État du Cameroun, par le biais donc du prépaiement et de la mise en commun des risques. Alors, où en sommes-nous aujourd'hui? Nous avons d'abord voulu maîtriser notre carte sanitaire. Nous avons maintenant une carte sanitaire avec un système de géolocalisation où nous avons noté à peu près 5855 formations sanitaires publiques et privées sur l'ensemble du territoire. Il était souhaitable qu'on connaisse ce que coûte la santé au Cameroun. Nous avons maintenant des comptes nationaux de la santé et les derniers comptes à date sont des comptes de 2012 où 728 milliards ont été consacrés à la santé. Sur les 728 milliards, un peu plus de 60%, c'est-à-dire 474 milliards, ont été supportés par nous, c'est-à-dire les ménages. Nous avons fait l'état des lieux des principaux dispositifs de couverture sur le risque maladie, c'est ce que je venais de vous dire tout à l'heure. Nous avons obtenu un consensus sur la mise en place d'une structure nationale unique de gestion technique et financière. Dans certains pays, vous avez des structures suivant les catégories de personnes. Vous avez décidé qu'il y aura une structure nationale unique de gestion technique et financière. Nous avons également eu un consensus sur le fait qu'il y ait un régime de base, mais que la contribution soit obligatoire pour tous, en offrant un paquet de soins et services de santé essentiels communs. Et vous avez également accepté que les contributions soient différenciées suivant les niveaux de revenus. Enfin, il y a une semaine, du 2 au 6 mai, nous avons tenu un atelier de conciliation sur le paquet de soins et services de santé essentiels pour ce régime de base, dont la validation va être faite d'ici la mi-juin. Parallèlement, nous avons des sous-groupes spécialisés qui réfléchissent déjà à l'opérationnalisation de la CSU sur les thématiques ci-après. Premièrement, l'affiliation. Nous voulons un système d'immatriculation biométrique